France Culture. C'est la deuxième partie, dernière partie de c'est la par grande sagacité, table. c'est ça. Brouet. Sylvie Catelin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et vous êtes l'auteur d'un livre absolument passionnant qui s'appelle Sérendipité du conte au concept et qui est édité au Seuil dans la collection Sciences ouvertes. Un livre qui fait l'histoire de ce mot de sérendipité, qui présente aussi ce mot comme un symptôme aujourd'hui et comme porteur d'enjeux, je vous cite, épistémologiques, institutionnels, culturels et politiques. Et comme il finit par un plaidoyer en faveur d'une conception artistique, ouverte et libre de la recherche scientifique, nous avons fait appel à un lecteur scientifique pour venir vous interroger et discuter avec vous. Et ce scientifique, c'est François Sauvageau, que je suis très contente de rencontrer ici à la Grande Table. Bonjour. Bonjour. Vous avez été longtemps, disons, un chercheur en mathématiques. Vous continuez de mener des recherches, et notamment d'ailleurs sur le hasard en maths. Il n'y a pas de hasard, comme quoi. Et vous êtes aujourd'hui professeur de mathématiques en classe préparatoire au lycée Clémenceau de Nantes. On a pu vous voir, même pas vous apercevoir, vous voir dans le film d'Olivier Payon, Comment j'ai détesté les maths, qui était venu ici à la Grande Table nous en parler au cours de cette année. Alors Sylvie Catelin, partons de l'histoire de ce mot. C'est non seulement l'histoire d'un mot, mais aussi de son idée. Comment et pourquoi, surtout, d'abord, avez-vous été intéressé par ce sujet-là ? Bien, tout d'abord parce que ça date un petit peu du temps où je faisais ma thèse de doctorat. À la fin des années 90, je suis tombée effectivement sur ce mot. Par hasard. Qui m'a intéressée. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu après davantage, parce que j'avais travaillé sur l'enquête, en fait. Et donc, j'ai fait une enquête sur le mot, justement. Et ce livre est une enquête. Oui, c'est un récit livre enquête. est une enquête, absolument. C'est en faisant l'histoire, en fait, du mot et en m'intéressant à la trajectoire de ce mot, qui vient de la littérature, des contes les plus anciens, qui se sont transmis, qui ont circulé, dont la narration s'est modifiée, qui a été reprise au XVIIIe siècle par Voltaire dans Zadig, le mot ayant été forgé à peu près à la même période par Horace Walpole, dans une lettre... Écrivain britannique. Voilà. Et donc la trajectoire a continué parce que Zadig a beaucoup circulé, s'est beaucoup diffusé, et donc les scientifiques ont repris le terme, et il s'est diffusé ensuite au XXe siècle dans les milieux scientifiques anglo-saxons d'abord. Mais l'idée était déjà là. L'idée était là, même si le mot n'existait pas. On retrouve l'idée, notamment dans tous les débats qui ont eu lieu entre les deux guerres, sur l'organisation de la recherche, le débat sur la recherche fondamentale et la recherche... Ce lien entre la sérendipité qui, selon son créateur, le néologisme Horace Walpole en 1754, est donc la faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses qu'on ne cherchait pas. Ce mot, on va revenir sur son histoire, ce mot, c'est pas évident de comprendre en quoi il y a un lien entre sérendipité et la recherche, qu'elle soit fondamentale ou qu'elle soit appliquée. On a 30 minutes avec vous. Pour bien comprendre. Arrêtons-nous un instant, Sylvie Catelin, si vous le voulez bien, sur l'origine du mot et sur le motif fictionnel millénaire. C'est effectivement une idée, mais un mot qu'a forgé Horace Walpole, issu d'un conte populaire qui vient de l'île de Ceylan, enfin à l'origine l'île de Ceylan, mais par des princes. On retrouve même d'anciennes versions. C'est un motif fictionnel en fait. C'est l'analyse des frères qui repèrent des indices d'un animal et ils sont capables, un chameau, de décrire l'animal sans l'avoir vu, rien qu'en interprétant des indices, qu'il a laissé derrière lui. Il faut peut-être donner l'exemple de ces indices pour qu'on comprenne bien. Alors par exemple, des traces de pas, des traces qui sont plus enfoncées dans le sol, donc qui montrent que le chameau est boiteux. Comme le chameau boitait, ou bien des fourmis qui se sont agglutinées d'un côté du chemin avec des mouches de l'autre. Comme les mouches sont attirées par le sucre, ils en ont déduit que le chameau portait du miel. C'est ce genre de détails qui ont fait qu'ils ont été... Le chameau était borgne parce qu'il avait brouté l'herbe que d'un côté du chemin, alors qu'elle était meilleure de l'autre. Il lui manquait une dent parce qu'ils ont retrouvé des petites bouchées d'herbe à moitié mâchées le long du chemin. Voilà, ce genre d'indices.
Donc c'est une lecture, c'est une interprétation des indices, et c'est ça en fait qui a un petit peu inspiré aussi Voltaire dans Zadig, hein, mais là on change. Puisqu'on retrouve ce motif. Voilà. Et ensuite dans le roman policier, puisque là on est vraiment dans la recherche, voilà, d'un coupable ou d'un événement qui s'est produit antérieurement, et on va accéder à cette vérité par justement la recherche, la sélection et la recherche des indices. Alors avant de donner la parole à François Sauvageau, juste encore un mot, Sylvie Catelin. Comment passe-t-on de la littérature, de ce motif du conte populaire transmis oralement et qui est un conte millénaire, de la littérature puisque c'est inventé par un écrivain britannique, à la science? La science, il y a ce paradigme indiciaire qui se diffuse dans les sciences humaines, les sciences historiques au XIXe siècle, qui est très important. Par exemple, le biologiste anglais Thomas Huxley reprend le conte de Zadig, mais il l'appelle la méthode de Zadig. Il l'appelle la prophétie rétrospective. C'est-à-dire, à partir d'un détail, c'est ce que fait par exemple l'anatomiste Cuvier. Il est capable, à partir d'un détail, d'un fragment d'os de dent, de reconstituer un animal entier. Donc la paléontologie, toutes ces sciences historiques, l'archéologie, sont des sciences qui utilisent justement l'indice. Et le talent d'observation, Bien la sûr. justesse du raisonnement que l'on Bien retrouve sûr. en science. N'est-ce pas, François Sauvageau? Je vous donne la parole. Non, c'est gentil. Oui, en effet, moi j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant et très très riche. La première question en fait qui m'est apparue pour moi, c'était de pourquoi chercher à définir ce mot, alors que ça, en gros, ça décrit un processus très diversifié, même très différent d'une personne à l'autre. Alors que je me suis dit, bon, moi personnellement, je suis dans le faire. Quand je fais des maths, je fais des maths. Je réfléchis pas nécessairement à comment je vais en faire. Alors, bien sûr, les maths m'ont aussi appris que nommer quelque chose permet de le manipuler, de l'étudier, que ça nécessite un vocabulaire adapté, et aussi de ne pas le laisser être récupéré à de telle ou telle fin. On voit bien les enjeux de la récupération du mot. Et du coup, il m'est apparu très clairement cette nécessité de ce livre, car la recherche, l'intelligence et la liberté, on en a beaucoup parlé aussi, sont concernés en fait par ce que recouvre la sérendipité. En quoi? Alors, la liberté, pour moi, c'est peut-être le point qui me tient le plus à cœur dans pour C'est démarrer. un point crucial aussi que soulève Sylvie Catelin, hein, d'où ma question. Là. Alors, en lisant, l'idée m'est venue que que la sérendipité est peut-être au heureux hasard, hein, ce dont on aimerait qu'il se démarque, ce que la liberté est à la bêtise. Je veux dire par là que quand on dit aux gens qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, en général, ils font n'importe quoi et vont même vers l'autodestruction. Autrement dit, le droit de faire n'importe quoi, est-ce que c'est être libre? En fait, non. Être libre, c'est aussi faire des choix, c'est accepter de se mettre des chaînes, de gérer finalement les interactions avec d'autres personnes également libres, donc le hasard de ces rencontres, et finalement acquérir une vision globale. Donc, tout que la sérendipité se réfère à une espèce de paradigme, être libre, c'est aussi être capable de choisir ses chaînes, de s'engager, d'aimer. En page 133, vous écrivez par exemple « Chaque acte de savoir contient une part d'engagement ou d'investissement passionné. C'est une composante essentielle du savoir. » Parce qu'en fait, on a traduit en France ce mot en se focalisant sur la dimension de hasard, en oubliant la sagacité. C'est ça qui fait bien comprendre le lien avec la recherche, ou plutôt ce que vous décrivez, Sylvie Catelin, comme le symptôme du malaise que peuvent ressentir certains chercheurs aujourd'hui face aux transformations du champ scientifique. C'est-à-dire que la recherche actuellement s'organise autour de contrats, d'objectifs prédéfinis, on va dire qu'on attend des résultats, et on s'interdit du coup de regarder à côté, de prêter attention à des choses imprévues, mais qui peuvent conduire justement à des découvertes. C'est exactement ce que Fleming proclamait à la une du New York Times en 1949, c'est-à-dire qu'on ne peut pas programmer la science, de même qu'on ne peut pas programmer l'art et la littérature. Donc on va rappeler que Fleming a découvert la pénicilline qui a découvert par sérendipité. Donc justement, absolument. Peut-être ça mérite d'être raconté quand même, parce que ça fait le lien entre le conte et la Alors science. effectivement, le hasard intervient, mais le hasard intervient uniquement à titre déclencheur. Le hasard est partout. De toute façon, vous sortez de chez vous, il y a du hasard. Si vous ne prêtez pas attention à quelque chose qui surgit, mais parce que ça vous surprend, parce que vous trouvez ça bizarre, parce que ça éveille votre attention.
Et ensuite, vous allez chercher à expliquer pourquoi, chercher à comprendre, chercher les causes, chercher à expliquer cette surprise. Et il n'y aura plus de hasard. Voilà. Finalement, le paradoxe, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc finalement, c'est pas tellement le hasard qui compte, c'est la surprise que le hasard cause chez vous, en vous. Et pourquoi ça disparaît, ça, aujourd'hui? Vous avez le sentiment, dans la recherche, mais peut-être aussi ailleurs? Mais je comprends en même temps pourquoi les scientifiques ont mis le hasard en avant. Le hasard, c'est parce que c'est imprévisible. C'est ça. C'est le côté imprévisible. Oui, mais pourquoi aujourd'hui on a le souligner. sentiment que cette faculté-là est moins accessible aux chercheurs? Qu'est-ce qui fait que Parce que c'est on ne prête moins attention à cela? C'est une disposition d'esprit qui fait appel à l'imagination, qui fait appel à l'émotion. La surprise, c'est une émotion, qui fait appel aux affects, à l'esthétique. Et ça n'est absolument pas contradictoire avec le raisonnement et la raison, au contraire. On a affaire là à une forme de raisonnement imaginatif. Et non pas un raisonnement déductif, justement. Là, je vais me tourner vers votre lecteur, qui est chercheur donc, et qui est dans le faire, comme il le disait tout à l'heure. Quel est le rôle du hasard dans la découverte, qui n'est pas un coup de chance? On comprend vraiment quand on travaille sur la recherche, François Sauvageau. C'est pas du hasard. Une des raisons pour laquelle j'ai pris un peu de distance par rapport à l'institution de recherche, c'est pas la seule, hein, mais il y en a une, c'est que justement, c'est les programmes de recherche qu'on essaie d'imposer et qui essaient de prédire sur 4 ans ce qu'on va faire. Ça me semble complètement ridicule. Il y a plusieurs choses qui vont contre ça. La première, c'est que exprimer tout ce qu'on a à dire à l'avance, déjà c'est pas facile de savoir ce qu'on sait et de le dire, et ensuite prévoir ce qu'on va rencontrer, c'est encore pire. Donc et puis, des gens comme Feynman, par exemple, lors de son remise de prix Nobel, disaient allez explorer le Wild Blue Yonder, allez vous perdre quelque part et on verra ce que vous en récupérez. C'est pas comme ça qu'on programme la recherche. La recherche, il y a plusieurs façons de penser les choses. On peut dérouler quelque chose qu'on a déjà en tête et faire, pourquoi pas, ça marche très bien. Mais finalement, c'est cet élément de surprise qui fait qu'on va s'accrocher à quelque chose. Et donc, j'aimerais d'ailleurs rajouter il y a un concept qui est important, qui est celui d'abduction, que met en jeu Peirce. Je pense que donc l'abduction, c'est essayer de deviner quelque chose d'externe finalement. C'est la femme enceinte sur le chameau. Hein. Il n'y a pas eu toute l'histoire, mais il y a une femme enceinte sur ce chameau qui est donc un élément quelque part extérieur au chameau. Dans la recherche, on peut essayer de trouver une cause qui n'est pas dans les prémices, qui n'est pas dans les choses qu'on connaît. Et cette idée de trouver quelque chose, c'est important. Et en maths, par exemple, on croit souvent qu'on va faire des déductions logiques et qu'on va dérouler quelque chose. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Et j'ai envie de dire que quelque part, c'est aussi la ténacité, c'est-à-dire l'envie d'en découdre, l'envie de vouloir comprendre quelque chose, de tenter une explication, de se planter, de pas trouver la bonne. Le génie, c'est pas de trouver par abduction quelque chose de pertinent, c'est de s'accrocher, de tenir à vouloir comprendre, à ne jamais lâcher quelque chose, ne pas se dire c'est pas grave, j'ai pas compris, c'est je de la passe à autre persévérance. chose. Oui, mais c'est aussi une envie d'en découdre. Pour moi, le regard du matheux, c'est un peu une malédiction. Une fois qu'on a ouvert le monde sur le monde un regard mathématique, quelque part, on n'arrive pas à le refermer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui choque, il y a quelque chose qu'on trouve injuste, il y a quelque chose qui fait qu'on s'indigne. Tout d'un coup, on a envie d'en découdre, on a envie de comprendre, on a envie de résoudre, on a envie de donner une explication. C'est une espèce d'envie de tout cohérent. Et ça, c'est fondamental en recherche. Oui, parce que justement, il y a un article, un passage de votre livre, un paragraphe qui est intitulé « La découverte scientifique implique toujours la sérendipité ». Toujours. Pourquoi est-ce qu'il faut précisément cette recherche-là qui vient un peu comme ça, par biais, par hasard, pour que la recherche avance? Sylvie Catelin. On ne peut pas découvrir ce qu'on connaît déjà. Sinon, c'est pas une découverte. Donc forcément, on ne peut découvrir que ce qu'on ne connaissait pas et ce qu'on ne cherchait pas. Donc, on ne peut pas chercher ce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il faut chercher. Donc, on ne peut qu'être mis sur la piste par un détail, par une anomalie, par quelque chose qui attire votre attention. Donc, c'est ça, en fait. Toute découverte implique cette attention, cette interprétation du détail ou de l'anomalie qui survient ou de l'erreur que vous faites. Et qui vous conduit par un raisonnement ou par l'envie de comprendre, le besoin de savoir, le besoin, on écoute justement, à une explication et éventuellement à une grande découverte.
Il y a un point qui est important là, c'est l'interprétation. Souvent en maths, on décrit l'objet comme étant froid et finalement univoque, une façon de penser les mathématiques qui serait comme ça très très objective. En fait, pas du tout. Il y a une polysémie intrinsèque. Autant l'axiome et le théorème est quelque part l'hygiène du mathématicien, 2 et 2 font 4, ok, d'accord. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est autre chose, c'est comment on l'interprète, pourquoi est-ce qu'on a fait une addition, pourquoi c'était 2, pourquoi on a besoin du résultat, est-ce qu'on va le lire dans l'autre sens, etc. Cette interprétation, en fait, elle est très ouverte. Aucune interprétation n'est définitive, fermée. Et c'est là où il y a une part quelque part de pistes sur laquelle on va se laisser entraîner. C'est-à-dire que c'est pas le théorème qui nous intéresse. Bon, il y a des gens qui démontrent des conjectures, c'est très bien, et bravo à eux. Mais très souvent, finalement, c'est ceux qui vont être sur la piste de l'objet, qui vont initier le programme de recherche, qui vont être... Moi, j'ai travaillé très longtemps sur un programme qui s'appelle le programme de Langlands, qui a été défini en 67. On casse encore des cailloux pour le comprendre. Bon, il y a eu quelques médailles Fields récemment parce qu'il y a eu des aboutissements dans cette théorie, mais voilà, on est 50 ans plus tard et on n'a toujours pas compris. La personne qui a compris ça, qui a deviné ça, a fait 95% du boulot. Sylvie Catelin en fait quand même, donc de ce concept de sérendipité aujourd'hui, Sylvie Catelin en fait quand même un symptôme d'un malaise parmi la communauté scientifique. François Sauvageau, est-ce que ce concept-là, vous, surtout qui menait encore des travaux sur le hasard en maths, est-ce que c'est un concept que vous avez été amené à rencontrer et pour lequel vous vous dites, d'une certaine façon, les chercheurs sont aussi responsables de l'appauvrissement ou de l'ambiguïté du mot sérendipité en se focalisant eux-mêmes sur le hasard, puisqu'ils choisissent eux-mêmes de dire, attendez, laissez-nous faire, c'est de la sérendipité la recherche, c'est du hasard. Et quand on leur dit, pour dire, attention, il ne faut pas que ce soit programmé, et puis quand on vient leur dire à l'inverse, c'est du hasard ce que vous faites dans vos recherches. Je veux dire, non, c'est surtout pas du hasard. Se perdre ou accepter justement de prêter une attention à l'inattendu, comme disait Sylvie Catelin, ça n'est pas du hasard. Donc il y a une forme d'ambivalence de cette utilisation par les chercheurs eux-mêmes de la sérendipité. C'est que le mot hasard lui-même est très compliqué. C'est-à-dire que les mathématiciens, par exemple, se basent sur une axiomatique, celle de Kolmogorov, mais il y a eu plein de tentatives et d'évolutions de compréhension du mot hasard depuis les oracles de la Pythie, disons. On essaye de modéliser quelque chose à quelque chose qui va être plus mathématisé, qui va tenter de dire ce qu'on peut modéliser. Et ça, c'est très important de se dire que on peut pas dire je fais les choses au hasard comme ça veut rien dire en fait. Le mot hasard, il veut rien dire. Derrière, il y a un modèle, il y a une représentation. On est obligé de fixer un cadre quand on travaille avec du hasard. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est un jeu. Je vous donne 2 enveloppes. Je vous dis que dans une des 2 enveloppes, il y a 2 fois plus que dans la première. D'accord ? Vous prenez une enveloppe au hasard et je vous dis il y a 100 € dedans. Bon, il y a 100 € dedans et je vous donne la possibilité de dire bon, stop, vous pouvez, si vous voulez, changer d'idée. Est-ce que vous voulez prendre la 2e enveloppe ? Et vous pouvez réfléchir, si vous n'avez pas de modèle sur comment vont être distribuées les sommes dans les 2 enveloppes, eh bien, un raisonnement montre qu'en fait, si vous changez d'idée, vous avez une chance sur 2 de doubler, une chance sur 2 de diviser par 2. Une chance sur 2 de doubler, une chance sur 2 de diviser par 2, il vaut mieux prendre la chance sur 2 de multiplier par 2. Mais au moment où vous allez changer d'enveloppe, vous pouvez continuer à faire parce que c'est pas évident, pourquoi ? Parce que une chance sur 2 de prendre 2 fois plus, par exemple sur 100 €. Donc vous avez une chance sur 2 d'avoir 200 € et une chance sur 2 d'avoir 50 €. A priori, il vaut mieux avoir 200 €. Et la moitié de 50 € plus la moitié de 200 €, qui est ce que vous avez en potentiel, ça fait 125 €. Donc vous avez intérêt à changer. Mais si vous changez, vous pouvez faire le même raisonnement sur l'enveloppe sur laquelle vous allez changer, vous ne l'avez pas encore ouverte. Et donc vous avez aussi 25% de chance, d'intérêt à changer d'enveloppe au moment où vous aurez changé d'enveloppe, c'est-à-dire de revenir sur la première, etc. Et ce paradoxe est complètement insoluble si vous ne mettez pas une loi de répartition au départ sur les probabilités. Autrement dit, modéliser le hasard, c'est la première chose qu'il faut faire quand on veut en parler. Donc dire vous faites des choses par hasard, en fait, ça veut rien dire. Sylvie Catelin, ça correspond à ce que vous essayez de décrire dans ce livre. Un petit peu, oui, effectivement. C'est une manière de mathématiser le hasard, finalement, les probabilités, de rendre le hasard moins imprévisible. D'aider à se décider, finalement. C'est une aide, d'une certaine manière. Mais c'est l'être humain, en fait, qui va faire ça. Oui, parce c'est que l'être humain. La machine, et c'est on pas parle, le hasard on parle un peu de cybernétique dans ce livre aussi. La machine ne peut pas modéliser le hasard toute seule. Parce qu'elle ne peut pas non plus modéliser l'erreur, ou la comprendre, ou y trouve un intérêt. Ce qui est fabuleux chez un être humain, c'est qu'il est capable de vivre avec des contradictions.
Oui. On sait à l'heure actuelle, par exemple en physique, que la mécanique quantique et la relativité générale sont incompatibles l'une avec l'autre. Pourtant, les deux apportent des choses merveilleuses à l'humanité. Bon, ça gêne personne en fait, sauf ceux qui ont envie d'une théorie du grand tout. Mais ça, c'est un autre aspect important de votre essai sur la sérendipité, Sylvie Catelin, c'est que vous plaidez également pour un rapprochement, pour la réconciliation, disons, entre les sciences dures et les sciences humaines. Et d'ailleurs, la sérendipité permet ça d'une certaine façon, puisque vous nous avez rappelé que le mot avait circulé de la littérature à la science, de la science à la littérature, en permanence, c'est-à-dire en passant aussi par la philosophie. Oui, le fait d'avoir un petit peu coupé les ponts entre dans l'enseignement secondaire, entre autres, entre la littérature, les filières littéraires et les filières scientifiques, à mon avis, c'est pas du tout une bonne chose. C'est pas parce que vous êtes un littéraire que vous ne serez pas bon en maths. C'est totalement absurde. Et vice-versa. Et vice-versa. Et je pense que y a à réfléchir là-dessus. Oui, François Sauvageau. Il y a une piste en fait qui est donnée par les IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des maths, qui a été la mise en place de ce qu'on appelle des narrations de recherche. La narration de recherche, c'est un chercheur qui vient raconter des histoires. Pour l'instant, au départ, c'était des classes de primaire, et qu'il donnait un problème difficile, un problème ouvert, qu'ils allaient résoudre en groupe et qu'ils allaient donc devoir raconter, mais pas raconter au sens voilà comment ça marche, mais voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà les pistes que j'ai explorées, ce qu'on appelle une narration de recherche. Et quand vous regardez dans les concours à l'heure actuelle, faites de la science, etc., vous avez des concours, dans ces concours, vous avez des groupes de physique ou de chimie qui vont faire des trucs qui tournent, un robot qui marche, etc. Ça marche. En maths, en général, ça marche pas, parce que quand on vous donne un problème trop dur, en gros, vous avez fait 2-3 bricoles, vous avez compris des choses, mais surtout, vous avez compris plein de choses qui marchaient pas. Et raconter ces erreurs, c'est fondamental. Et la narration de recherche, c'est un moment où vraiment on arrive à valoriser toutes les pistes qu'on a essayées, toutes les échecs qu'on a eus, pour en tirer quelque chose de positif. Évidemment, il ne s'agit pas de s'arrêter sur l'erreur, mais pour la dépasser, d'essayer de la comprendre. Et la narration de recherche, pour moi, c'est fondamental dans le primaire, mais c'est tout autant au collège, au lycée, dans le supérieur, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ce n'est pas aussi institutionnalisé à l'intérieur des disciplines, parce que ça l'est par les gens qui regardent les disciplines, didactique des disciplines, etc. Mais à l'intérieur des disciplines, par les chercheurs eux-mêmes. Raconter ce qui n'a pas marché. Oui, tout à fait. Oui, ça permet de réintroduire cette notion de hasard qui pourrait peut-être avoir été une piste qui peut faire comprendre et amener à autre chose. Parce que ce qui me semble quand même très important par rapport à cette notion de hasard et de sagacité, comme disait Walpole, c'est de bien distinguer les deux temps. C'est-à-dire que le hasard, c'est simplement une attention à ce qui se produit et qui survient de façon inattendue, qui permet ensuite de greffer un raisonnement, et la sagacité qui permet d'avancer sur ce hasard. Donc le problème, il est vraiment à la source. Je ne pense pas que ça soit consécutif, en fait. Sylvie Catelin. Je pense qu'il y a quelque chose qui précède l'attention. Vous prêtez attention à quelque chose parce que ça éveille un écho. Il y a un écho en vous qui est comme une intention inconsciente. Oui. Je ne pense pas que ce soit consécutif. C'est interactif, en fait. Ce « et » même de Walpole, je pense, il est interactif. C'est pas un moment A et un moment B qui suit, c'est l'interaction entre les deux. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est hasard et sagacité en même temps. C'est l'intuition quand Fleming aussi qui rentre vous fait de vacances et prêter attention à ce hasard. Et qui voit que ces staphylocoques ont été mangés par la moisissure. Bon, il n'y a pas eu au départ. Il avait déjà fait des expériences qu'il avait mis sur la piste. Il avait une intuition de recherche. Bien sûr, oui, il savait. Il avait l'idée en lui que il n'y avait pas que les sérums et les vaccins qui pouvaient tuer les microbes. Est-ce que vous, Sylvie Catelin, quand vous avez commencé votre enquête, qui est une forme de narration de recherche, pour employer le terme qu'a employé François Sauvageau, est-ce que quand vous avez commencé votre enquête sur ce mot, sur son histoire, sur la circulation de l'idée que véhicule ce mot, vous aviez l'idée ou l'envie d'aboutir à cette conception de la science comme art? Parce qu'il faut quand même citer votre dernière phrase, faire découvrir la sérendipité, c'est faire comprendre que lorsque la science découvre, elle est un art. Est-ce que vous avez, pour le dire autrement, procédé par sérendipité également? Oui. Ah oui, parce que j'ai fait des découvertes en faisant mon enquête, bien évidemment. Si vous voulez, la sérendipité, c'est l'antithèse des méthodes et des modèles. C'est vraiment quelque chose surgit. Et du coup, ça rapproche la science de l'art, des processus de création. Vous avez, c'est le mobile, c'est l'idée, c'est le motif qui jaillit de manière imprévisible et qui s'impose au créateur.
C'est le flash, en fait. C'est le flash d'idées dont parle Claude Bernard, dont parle Peirce, dont parle beaucoup de scientifiques, même Cannon qui a popularisé le mot, Walter Cannon qui a popularisé le mot aux États-Unis. Et puis après, il y a le travail de recherche. Il y a le travail d'interprétation qui consiste à dérouler le fil des multiples déterminations du motif, mais c'est pareil en littérature quand vous interprétez un texte. C'est aussi la même chose. C'est-à-dire, vous allez... c'est ce qui fait qu'on va trouver un sens nouveau, par exemple, dans un texte ancien aujourd'hui. C'est la même chose, c'est ce même processus créatif d'interprétation. Alors on déroule en science l'hypothèse, on déroule un projet, par exemple. Mais et c'est une forme de délibération intérieure aussi. C'est une forme de dialogue avec soi-même ou avec l'autre, ou avec les autres. Oui. Je veux dire aussi que c'est aussi l'autre, parce qu'on parle un peu de l'institution dans cette histoire, et il y a un cas que j'aime beaucoup, c'est le cas de Max Planck. Max Planck découvre quelque chose qui lui paraît complètement incongru, il ne croit pas à plein de choses, et il dit voilà, j'ai pas d'explication raisonnable de cette histoire-là. Il a bien quelques pistes, je pense qu'il a pensé au Cantar, mais il n'a pas envie d'y croire, et donc il présente ça devant ses pairs, et il dit bon voilà, j'ai trouvé ce truc-là, je n'y crois pas, expliquez-moi pourquoi tout ce que je vous raconte en fait est faux. Et les gens ne trouvent évidemment aucune erreur et lui disent mais pas du tout, tu as mis le doigt sur quelque chose de fondamental et c'est parti pour l'aventure des Cantars. Et donc il y a aussi ça, c'est une interaction aussi avec l'autre qui est fondamentale. Oui, le dialogue avec l'autre. Oui. Je voudrais peut-être changer de sujet, en tout cas parler de quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, c'est Internet. Parce qu'on pourrait penser précisément qu'Internet favorise énormément la sérendipité puisque on est amené à trouver une occurrence, à naviguer, etc. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas tout à fait la même chose? Mais c'est un générateur de hasard, effectivement. Mais si vous voulez, avec par exemple, parlons de Google. Avec l'algorithme PageRank, finalement, les liens qui vous sont proposés sont fonction de leur indice de popularité. Or, indice de popularité ne veut pas dire indice de pertinence. Une information, si tout le monde la possède, elle n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui fait la valeur d'une information, c'est son caractère improbable, c'est son caractère inattendu, c'est son caractère surprenant. Et c'est là, effectivement, que... Alors, quand vous faites des recherches sur Internet, moi, je faisais des recherches dans les années 90, je trouvais beaucoup plus de choses intéressantes, surprenantes, incongrues, que maintenant. Parce que avec les logiques marchandes, on trace les requêtes des internautes, les profils, tout ça, finalement, on tombe sur des choses qui sont pas vraiment surprenantes, ou qui vous sont suggérées. Là, ça devient de la supercherie. C'est plus une rencontre par hasard, quoi. Je pense qu'il y a deux bémols sur Google. La première, c'est que Google vous ment. On est passé d'un modèle mathématique tout à fait objectif au départ, ou qui était même public, à un modèle qui est en fait financé et on peut acheter des hauteurs de résultats. Donc déjà, Google vous ment. La deuxième chose, c'est qu'il y a un modèle derrière, qui est le modèle de réseau de la toile. Bon, il a un intérêt, mais c'est pas l'unique modèle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut modéliser le hasard pour en parler. Donc Google le fait. Google modélise une partie du hasard, mais du coup il est modélisé et du coup vous n'avez plus accès à tout ce qui n'est pas modélisé. Or justement c'est pas ça qui vous intéresse. France Culture, la grande table. Il est 13h24 sur France Culture. À cette heure-ci, dans la grande table, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Bourgois, les idées au quotidien. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au cœur de la fabrique des sciences. Oui, une fois n'est pas coutume Caroline, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre, un recueil d'articles en fait. On ne pouvait pas passer à côté de la publication par les éditions du Seuil des travaux de Simon Scheffer sous le titre « La fabrique des sciences modernes ». C'est un petit événement éditorial car l'historien et philosophe enseignant à Cambridge et peu traduit en France. Il y a bien les éditions de la Découverte qui avait publié en 1993 son ouvrage majeur coécrit avec Steve Chapin, Léviathan et la pompe à air, mais c'est tout. Or, Simon Scheffer est l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé les Science Studies, une nouvelle façon de raconter l'histoire. La fabrique des sciences modernes s'ouvre sur un article consacré à Newton qui révolutionna la connaissance du monde sans jamais sortir de son bureau, s'intéresse à la fabrique des controverses avec l'exemple de la comète de Halley, se penche sur la notion de public et de spectacle scientifique, 2 siècles et demi d'histoire du XVIIe au XIXe siècle qui dessine, article après article, une conception des sciences tout autant que de leur histoire. Les Science Studies rompent avec ce qu'on attend habituellement des historiens, c'est-à-dire montrer l'évolution rectiligne
décline des découvertes, les progrès comme une accumulation de savoirs qui se suivent. Elle postule à l'inverse que l'état normal de la science n'est pas le consensus. Ce qui est normal, ce sont les différends, les grandes controverses. Elles se manifestent ces controverses dans les laboratoires, les musées, les observatoires, les académies. L'historien doit étudier la façon dont se fabrique l'accord. Les savants, qui choisissent comme on établit une vérité, masquent le processus de la fabrique des sciences. L'historien doit le révéler. Insister sur le dissensus, c'est une façon de restituer la science dans sa dimension sociale. L'étude traditionnelle des textes produits par les chercheurs, de leur forme, de leur argumentaire, est donc ici complétée par l'étude des pratiques. C'est donc par exemple l'expérimentation. Simon Scheffer se focalise sur l'importance des lieux d'élaboration de la théorie. L'article Newton on the Beach est particulièrement intéressant à ce titre. Le rôle de l'espace et des réseaux est aussi important que celui de la chronologie des découvertes. Il n'y a plus de frontières entre sciences fondamentales et appliquées, entre sciences et société, entre savants et profanes. Simon Scheffer fait ainsi émerger les notions de public comme un emprunt à l'histoire sociale et de compréhension. Il revient sur les grandes expériences de l'époque moderne, devant une assistance venue comme on vient au spectacle. La science ne peut faire l'économie de la validation populaire. Les Science Studies ont tout pour déplaire aux scientifiques. Elles prétendent que le savoir ne se construit pas uniquement sur des méthodes particulièrement géniales et rationnelles, sur la sagacité du chercheur, mais aussi sur sa crédibilité et sa force de persuasion. Le lien avec la période actuelle est donc évident, surtout quand Simon Scheffer s'interroge sur la notion de compréhension du public. Les questions qu'il pose sont les nôtres aujourd'hui. Peut-on produire scientifiquement la base de la discussion publique? Faut-il se contenter d'une compréhension par le public des vérités que disent les scientifiques sur la nature? Ne faut-il pas plutôt qu'ils comprennent le processus de fabrication des vérités? C'est ce à quoi s'emploient les Science Studies. Une réaction, Sylvie Catelin, François Sauvageau? Oui, moi je trouve ça très pertinent. Alors je pense qu'effectivement la question de savoir qu'est-ce qu'on peut transmettre au public est fondamentale. Surtout pour le prof de maths que vous êtes. Voilà, et puis je fais également des spectacles de mathématiques d'ailleurs. Dans ce registre-là, en fait, la question c'est est-ce qu'on peut libérer la parole du public et pour le faire partager un mot et non pas pour juste transmettre de façon verticale une vérité. Ça me semble une erreur fondamentale de vouloir faire passer quelque chose comme un message dogmatique. Il faut au contraire faire partager. Et je pense que la seule façon, c'est de libérer la parole et en particulier d'arriver à se sortir des normes, en particulier de communication, ce qui est très compliqué parce que la recherche actuelle se focalise sur les normes de communication. Et c'est quoi le clou de votre spectacle? Le clou, je n'ai pas de clou, mais on peut parler de plein de choses. Et l'important, c'est que le public peut suggérer des mots. Voilà, votre spectacle. Vous reviendrez. Sylvie Catelin, une réaction à cette chronique? Non, je trouve que ces études sont effectivement très très importantes. Elles apportent un éclairage différent. C'est-à-dire, on est dans la société, quoi. C'est pas seulement la recherche vue au prisme de l'expérimentation du laboratoire, c'est aussi dans le contexte social et historique, quoi. Et puis on retrouve des choses qu'on retrouve, controverses, et puis effectivement c'est ça qui est intéressant. On retrouve des choses qu'on retrouve également dans votre récit, enquête sur la sérendipité, notamment la disparition des frontières, ou le souhait de la disparition des frontières entre la recherche fondamentale et appliquée. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on peut lire dans ce livre vraiment intéressant, Sérendipité, du conte au concept. Sylvie Catelin, merci beaucoup d'être venue. C'est édité au Seuil. Un dernier mot, François Sauvageau. Il y a un autre mot qui est super dans ce livre, c'est indisciplinarité. Oui, il fallait qu'on en parle, on n'a pas eu le temps, mais les auditeurs iront se faire une idée. Indisciplinarité. Il y a un numéro de la revue Hermès très bon sur la dont question. vous avez parlé, et très complémentaire de ce mot de sérendipité. Merci beaucoup.